Imaginez un instant 17 000 milliards de dollars. C'est presque 7 fois le produit intérieur brut de la France. C'est plus que le PIB de l'Allemagne et du Japon réunis. Maintenant, imaginez que cette somme colossale ait été déplacée à travers le système financier américain entre janvier 2023 et septembre 2024. Le tout sans aucune conférence de presse, sans débat télévisé, sans une seule une dans les grands journaux. Un mouvement de cette ampleur, opéré dans le plus grand des silences. C'est une histoire fascinante, non pas celle d'un complot secret, mais celle de la mécanique cachée de la finance mondiale. Une mécanique qui façonne notre monde sans que nous en ayons conscience. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut oublier l'argent tel qu'on le connaît. Les billets, les pièces, nos comptes en banque ne sont qu'une infime partie du tableau. À l'échelle des États, l'argent est une toute autre bête. C'est un jeu complexe de dettes, de créances et d'écriture comptable entre des acteurs titanesques, les banques centrales, les fonds souverains et les trésors nationaux. Au cœur de ce système, aux États-Unis, on trouve un trio puissant, la Réserve fédérale, la Fed, qui peut créer la monnaie, le Trésor américain qui gère la dette de l'État et les grandes banques qui servent d'intermédiaires. Ce triangle est le réacteur nucléaire de l'économie mondiale car tout repose sur le dollar. Ce qui se passe en son sein nous affecte tous, que nous le sachions ou non. L'histoire commence vraiment avec la pandémie de 2020. Face à une économie mondiale à l'arrêt, la Fed a sorti l'artillerie lourde. Elle a inondé le système de milliers de milliards de dollars en achetant des obligations, une opération qu'on appelle l'assouplissement quantitatif. Son bilan a explosé, passant de 4 000 à près de 9 000 milliards de dollars. C'était une mesure d'urgence pour éviter l'effondrement. Mais en 2022, le vent a tourné. L'inflation est revenue en force et la Fed a dû changer de cap. Elle a commencé à faire le contraire. Réduire son bilan, c'est-à-dire retirer des liquidités du système, c'est le resserrement quantitatif. Pendant ce temps, le Trésor américain, lui, continuait d'emprunter des sommes astronomiques pour financer les déficits de l'État. Sa dette dépasse aujourd'hui les 35 000 milliards de dollars. C'est là qu'un détail technique change tout. Au lieu d'emprunter sur le long terme comme d'habitude, le Trésor s'est mis à émettre massivement des bons à très court terme. Cette stratégie a créé une accumulation gigantesque de liquidités dans le système, une sorte de lac d'argent attendant d'être placé. Cet argent n'est pas resté inactif. Il a été parqué dans un outil méconnu mais crucial de la Fed, une sorte de parking à cash pour les grandes institutions financières. À son pic, ce parking contenait plus de 2 500 milliards de dollars, des sommes colossales qui tournaient en boucle entre le Trésor, la Fed et les banques, sans jamais vraiment irriguer l'économie réelle, sans financer de projets concrets. C'était un système en circuit fermé, un jeu d'équilibriste. Et c'est entre 2023 et 2024 que cet équilibre a été bouleversé. La Fed maintenait ses taux élevés pour combattre l'inflation, le Trésor devait refinancer une dette monumentale et des faillites de banques régionales ont semé le doute. C'est dans ce contexte tendu que le grand déplacement a eu lieu. Ces fameux 17 000 milliards de dollars ne sont pas un transfert unique, mais une série de réallocations massives et complexes. Une partie vient du bilan de la Fed qui se contracte. Une autre vient de ce fameux parking à cash qui se vide, les institutions préférant acheter les nouveaux bons du Trésor, plus rentables. Le reste provient d'ajustements dans les réserves des banques et de mouvements de capitaux internationaux. Le mécanisme est à la fois simple et puissant. Quand le Trésor américain a besoin d'argent, il émet des obligations. Des banques, des fonds, des investisseurs les achètent. En payant, ils vident une partie des liquidités du système financier. Le Trésor utilise ensuite cet argent pour ses dépenses courantes, le réinjectant dans l'économie. C'est un cycle permanent, mais l'ampleur qu'il a prise récemment est absolument historique. Ce qui est le plus incroyable dans cette histoire, c'est que cette opération gigantesque n'a nécessité aucune décision politique visible, pas de vote au Congrès, pas d'annonce officielle. Tout s'est déroulé de manière quasi automatique,
selon les règles établies. Le Trésor a émis sa dette, la Fed a mené sa politique, les banques ont géré leur argent. Personne n'a eu besoin d'être informé. Le système a fonctionné en pilote automatique suivant sa propre logique interne. Pendant que les médias parlaient d'inflation et de politique, une transformation silencieuse et profonde était en cours sous la surface. Elle a modifié les équilibres de pouvoir au cœur même de la finance mondiale. L'histoire de ces 17 000 milliards, ce n'est pas seulement une anecdote technique pour économistes. C'est une illustration spectaculaire de la façon dont le pouvoir réel s'exerce aujourd'hui. Il ne réside pas toujours dans les discours ou les votes, mais souvent dans les lignes de code, les bilans comptables et les mécanismes invisibles qui régissent les flux de capitaux. Comprendre ces mécanismes, c'est commencer à comprendre le monde dans lequel nous vivons vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce type d'analyse vous intéresse et que vous voulez continuer à décrypter les coulisses de l'économie mondiale, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À très bientôt. Pour comprendre qui profite vraiment de ce gigantesque déplacement d'argent, il faut se demander qui sont les gagnants et qui sont les perdants. Les gagnants, on les voit tout de suite. Le Trésor américain, qui continue de s'endetter à bon compte malgré une dette colossale. Les grandes institutions financières, qui se gavent avec des rendements attractifs sur les bons du Trésor. Les gestionnaires de fonds, qui jouent sur les écarts de taux. Et surtout, le système financier dans son ensemble, qui a évité une crise de liquidité qui aurait pu être catastrophique. Mais les perdants sont bien réels, même s'ils sont plus discrets. Les petites banques régionales, par exemple, qui n'ont pas le même accès facile aux financements fédéraux. Les épargnants ordinaires, vous et moi, avec nos comptes courants qui ne rapportent rien, pendant que les gros acteurs profitent de taux élevés. Les pays émergents qui subissent la hausse du dollar et voient les capitaux fuir leur économie. Et puis, il y a les classes moyennes en Occident qui voient leur pouvoir d'achat fondre à cause de l'inflation sans que leur salaire ne suive. Elles paient la note, sans même savoir pourquoi. Au-delà de ce bilan, il y a une question beaucoup plus profonde, celle du pouvoir. Ce mouvement de 17 000 milliards de dollars révèle une vérité assez inconfortable sur nos démocraties. Les décisions qui comptent vraiment pour notre économie, la valeur de notre argent, la répartition des richesses, la stabilité financière, ne sont pas prises par nos élus. Elles sont prises par des technocrates, des banquiers centraux, des hauts fonctionnaires du Trésor. Ils agissent dans un cadre légal, bien sûr, mais leurs décisions échappent complètement au débat public. Attention, ce n'est pas un complot. C'est simplement comme ça que le système était construit. Il y a une séparation entre le monde politique et le monde monétaire, et ce n'est pas nouveau. Ça remonte au moins aux années 70, quand les États-Unis ont abandonné l'étalon or. Depuis, le dollar n'est plus basé sur un stock d'or, mais uniquement sur la confiance. La valeur de notre monnaie est devenue une affaire de crédibilité. La Banque centrale doit nous convaincre qu'elle maîtrise l'inflation, le Trésor doit convaincre les investisseurs que la dette est sûre. Tout repose sur la confiance, une confiance entretenue par une communication millimétrée et des ajustements très prudents. L'histoire financière est remplie d'exemples comme celui-ci. En 1985, les accords du Plaza ont organisé la dévaluation du dollar, une opération massive sur les marchés présentée comme une simple coordination entre alliés. En 2008, la Fed et le Trésor ont injecté des milliers de milliards pour sauver les banques, une décision prise en quelques jours, sans aucun débat démocratique. En 2020, pendant la pandémie, les banques centrales ont créé plus de monnaie en quelques mois qu'en 10 ans, une décision d'urgence dont on paie encore les conséquences. À chaque fois, le scénario est identique. Il y a une crise, réelle ou potentielle. On y apporte une réponse technique, rapide et massive. La communication est minimale, on nous explique juste que c'était nécessaire et rationnel. Et au final, les cartes du pouvoir et de la richesse sont redistribuées, sans que le grand public ait vraiment compris ce qui venait de se passer. Ce n'est pas un jugement moral, c'est juste un constat.
Le système financier moderne est si rapide et si complexe qu'une gouvernance démocratique classique est presque impossible. Quand une crise de liquidité menace, on n'a pas le temps d'organiser un référendum. Il faut agir en quelques heures, parfois même en quelques minutes. Cette nécessité technique a créé un espace de pouvoir autonome, dirigé par des experts à l'abri des regards du citoyen ordinaire. C'est ce monde opaque que nous continuerons d'explorer ensemble. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Ce qui s'est passé entre 2023 et 2024 n'est donc pas une anomalie. C'est le fonctionnement normal du système. Mais ce fonctionnement normal a des implications profondes. Il signifie que les véritables décisions économiques, celles qui déterminent qui a accès au crédit, qui peut investir, qui profite de la croissance, sont prises en dehors du champ politique visible. Le débat démocratique se concentre sur des questions secondaires comme les dépenses budgétaires ou les réformes fiscales, tandis que les vrais leviers de l'économie sont actionnés ailleurs, dans des salles de marché, des réunions de comités, des communications entre banques centrales. Cette réalité pose une question essentielle pour l'avenir de nos démocraties. Peut-on continuer à prétendre que le pouvoir appartient au peuple quand les décisions les plus structurantes échappent au contrôle démocratique? Peut-on accepter que la valeur de l'argent, la distribution des richesses, la stabilité du système financier dépendent de quelques institutions non élues, aussi compétentes soient-elles? Ou bien faut-il repenser notre architecture institutionnelle pour réintégrer ces questions dans le débat public, au risque de perdre en efficacité ce qu'on gagnerait en légitimité? Il n'y a pas de réponse simple. Toute tentative de politiser davantage la politique monétaire comporte des risques évidents. L'histoire du XXe siècle regorge d'exemples de banques centrales soumises au pouvoir politique qui ont financé des déficits par la création monétaire, provoquant des épisodes d'hyperinflation dévastateurs. L'indépendance des banques centrales n'est pas un caprice de technocrates. C'est une leçon tirée de décennies d'erreurs et de crises. Mais cette indépendance a un coût, et ce coût se mesure en termes de transparence, de responsabilité et de compréhension collective. Le déplacement de 17 000 milliards de dollars entre 2023 et 2024 nous rappelle que l'économie mondiale fonctionne sur deux niveaux. Un niveau visible, celui de nos transactions quotidiennes, des prix en magasin, de nos salaires et de nos factures. Et un niveau invisible, celui des flux institutionnels, des bilans des banques centrales, des marchés interbancaires, des facilités de financement d'urgence. Ces deux niveaux sont connectés, bien sûr. Ce qui se passe en haut finit toujours par affecter ce qui se passe en bas. Mais la connexion est indirecte, différée, difficile à percevoir. Quand l'inflation monte, quand les taux d'intérêt augmentent, quand les banques resserrent le crédit, nous en subissons les conséquences sans nécessairement comprendre les décisions qui les ont provoquées. Cette opacité n'est pas entièrement involontaire. Elle fait partie du fonctionnement du système. Une partie de l'efficacité de la politique monétaire repose sur sa capacité à agir sans créer de panique, à ajuster les conditions financières de manière graduelle. Si chaque intervention de la Fed ou du Trésor faisait l'objet d'un débat public passionné, les marchés réagiraient de manière excessive, amplifiant les mouvements au lieu de les amortir. Le silence, la technicité, la communication mesurée font partie des outils de stabilisation. Mais ils ont aussi pour effet de maintenir le grand public à distance, de créer une séparation entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. La question n'est peut-être pas de savoir si ce déplacement de 17 000 milliards était légal ou non. Il l'était parfaitement, dans le cadre des règles existantes. La question n'est même pas de savoir s'il était nécessaire ou justifié. On peut débattre des mérites de la politique monétaire américaine, mais le système financier mondial reste stable, le dollar conserve son statut de monnaie de réserve et les États-Unis continuent de financer leurs dépenses sans crise majeure. La vraie question est peut-être celle-ci: combien d'autres décisions de cette ampleur ont déjà eu lieu sans que nous les ayons remarquées? Combien de redistributions silencieuses,
de réallocation technique, de déplacements massifs de pouvoir économique se sont produits pendant que nous regardions ailleurs? Et surtout, si ces opérations peuvent se dérouler dans une quasi-invisibilité aujourd'hui, qu'est-ce qui nous garantit que nous comprendrons les prochaines avant qu'il ne soit trop tard pour réagir? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ces questions vous interpellent, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines analyses.